Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue chez Karim. On est extrêmement heureux d'accueillir ce soir Joël Baquet pour parler de La Fonte des Glaces et pour parler aussi de ses précédents livres. Voilà. Alors, bonsoir. Euh, Bonsoir, ce que je n'ai pas vu. D'accord. alors, je vais commencer par parler de La Fonte des Glaces, sachant que on n'a pas forcément, même pas du tout envie de raconter l'histoire quand on parle ou quand on présente un roman de Joël Baquet comme La Fonte des Glaces, parce que j'ai pas du tout envie d'abord d'amoindrir le plaisir du lecteur pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Et puis parce que le plaisir, il n'est pas uniquement dans l'histoire, mais il est tout autant dans la forme, les tournures de phrases, les mots, et dans ce texte dont on sent qu'il a été écrit avec une jubilation réelle. Mais je vais néanmoins dire quelques mots pour introduire cette soirée sur ce roman. Euh, La Fonte des Glaces tourne autour d'un personnage qui s'appelle Louis, qui est retraité, qui est plutôt taciturne, apathique. Sa vie, elle est dès l'origine marquée par une sorte de tragédie un peu loufoque, puisque son père était comptable dans une grande bananerie en Afrique et s'est fait écraser par un éléphant qu'il tentait de prendre en photo. Après, bon, on va voir au fur et à mesure du livre l'adolescence rebelle particulière de Louis. Et puis en fait, le roman se déroule quand il est retraité après une carrière de charcutier à Toulon. Il est veuf. Et il est solitaire, il vit dans un quotidien morne. Il était assez inconsolable suite à la disparition de son épouse avec laquelle il tenait la charcuterie. Donc il a un quotidien relativement répétitif. Il est placide et il exprime l'essentiel de ses pensées en dodelinant de la tête. Et puis, et puis sa vie va être métamorphosée de façon assez soudaine par l'acquisition presque fortuite d'un manchot empereur empaillé qui, à peine ce manchot empereur entre dans sa vie, il en devient le centre, la circonférence, l'os et la moelle. Je cite. Et donc, ça l'amène en fait à transformer le dernier étage de sa maison pour y installer le manchon empereur, en ce qui va rapidement devenir le grenier banquise. Et puis il va lui offrir des compagnons de chambrée, etc. C'est le début d'une histoire où il va passer d'une retraite passive à la contemplation, à la méditation, à l'action, au militantisme, et d'un retraité assez banal, il va devenir une icône. Militantisme, pas trop, en fait, parce qu'il est trop passif pour Oui. ça. Il va être utilisé par des militants. Oui. Icône militante, présentée comme militant. Voilà, je vais à peu près m'arrêter là pour le moment. Ce que j'avais envie de savoir déjà, c'est quel avait été le point de départ de La Fonte des Glaces. Qu'est-ce qu'il y avait Alors, il y a deux versions, il y a la courte et la longue. Enfin, je peux vous faire les deux. D'accord. Mais ce que j'ai un esprit assez tortueux, je vais vous faire la longue en fait. Il y a des années, j'habitais Ivry-sur-Seine, j'allais à la médiathèque régulièrement, et j'avais lu un quatrième de couverture, il y avait une quatrième de couverture de Gertrude Stein, là, qui est une auteure d'avant-garde, et le livre s'appelait du sang sur le sol de la salle à manger. Donc c'était une écriture vraiment d'avant-garde, hein, pas du tout narrative ou autre. Et la quatrième de couverture disait que c'était un roman policier, qu'elle avait voulu écrire un roman policier qui avait un meurtre, une intrigue, des témoins, mais que le détective, qui a forcément dans un roman policier, était en général. Alors un détective qui est en général, ça veut juste rien dire, quoi. Et du coup ça m'avait plu. Ça m'avait plu. Après j'avais lu le livre, mais c'est pas ce qu'elle a fait de mieux. Mais un détective qui est en général, alors ça s'était incrusté dans mon cerveau là. Et puis un jour j'ai commencé à écrire des textes. Il y avait Manchon Port, il y avait Louis, il y avait plein de choses comme ça. Je savais pas trop ce que je faisais. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'essayais de faire une narration en général. C'est vraiment ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire des choses qui n'avaient aucun lien entre elles, mais qui parlaient justement indirectement de ceux qui ne se feraient pas, à savoir une histoire. Je vous ai prévenu, hein, c'est assez tortueux. Du coup, j'ai laissé tomber ça après avoir écrit des textes. Et puis des années après, j'ai repris ces textes et puis je suis tombé sur les passages à la fois où il y avait un personnage qui s'appelait Louis
la scène de l'éléphant et un passage où je parlais de Manchot Empereur. Et à partir de là, je commençais à écrire une histoire, pour le moment une vraie narration, avec Louis comme personnage principal. Donc oui, ça vient tout, ça c'est venu d'assez loin, et comme toujours chez moi, le déclencheur c'est une phrase que je lis. Pas forcément littéraire, mais il y a toujours une phrase que je lis un jour et qui me tombe dessus, qui commence à tourner dans ma tête, et après ça cristallise quelque chose à moi, et là je commence à écrire sans savoir ce que j'écris, mais ça devient ou de la poésie ou un roman ou autre chose. Mais ça part toujours d'un support écrit. Et là, c'était le cas. C'était ce détective en général que j'avais lu sur une quatrième de couverture. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut en entendre un premier extrait? Oui, oui. Bon, c'est pas du tout parce que je suis un militant écologiste ou ce genre de choses, hein, pas du tout. Je suis sensible à l'écologie comme je pense beaucoup de gens, mais je suis pas du tout militant ou spécialement impliqué. Bon, ça c'est au début du livre, avant que Louis découvre l'animal qui changera son destin. Tous les dimanches matins, Louis ajoutait une pâtisserie à la demi-baguette pas trop cuite que lui tendait d'un air désespéré la boulangère dépressive de la rue des Mimosas. Ce jour-là, il hésitait entre une tartelette aux fraises et un Paris-Brest, sous le regard plein de bugs de la femme du boulanger, dont les sautes d'humeur avaient chassé une partie de la clientèle. Louis était un des clients historiques et le resta malgré un accueil en dents de scie. Il la connaissait depuis le jour d'ouverture de la boulangerie-pâtisserie, lorsqu'elle était aussi fraîche et croustillante que les produits, qu'elle remettait aux clients avec un grand sourire. Elle s'était progressivement affaissée derrière son comptoir, qu'elle parcourait, les mauvais jours, comme un fauve parcourt sa cage, en fixant les visiteurs d'un œil férocement fixe. La chose n'affectait pas l'inébranlable Louis, capable d'évaluer son degré de sociabilité à sa seule façon de tourner le dos aux clients à leur entrée. Un dos raide et obtus, mural, ou bien un dos offrant un potentiel de volte-face. Le niveau du tas de miettes éparpillé sur le comptoir, près de la caisse enregistreuse, donnait aux habitués un précieux complément d'information sur l'état de la boulangère. Dans ses bons jours, lorsque ses gestes et son regard flottaient à l'unisson, elle posait pain et baguette avec une lenteur que le non-initié pouvait interpréter comme de la délicatesse, alors qu'elle résultait d'un excessif dosage de Prozac et de Lexomil. Les autres jours, elle claquait sèchement la marchandise sur le marbre, semblant reproduire un plaquage lors d'un match du RC Toulon, le client étant le joueur visiteur ainsi jeté au sol. Louis hésitait donc entre la tartelette et le Paris-Brest, comme le conseil municipal avait tergiversé entre rond-point et piste cyclable. Il opta finalement pour un assortiment de mini-pâtisseries. La boulangère dépressive enfela d'agacement. Sa livraison sauvage du petit carton claqua sur le comptoir, faisant jaillir la tête du boulanger, bien placé pour savoir que sa femme était dans une période fortement dorsale, et pas seulement au lit, terrain démilitarisé depuis qu'il avait été sommé de garder son arme au râtelier, sauf ordre contraire. Il expliquait l'état de sa femme par l'effet du Mistral sur les personnes sensibles, la boulangère dépressive ayant été une boulangère non dépressive dans leur premier local, rue des Guigous à Lons-le-Saunier. Cette ville était exempte de Mistral, mais pas de librairie, dont l'abondance, par une étrange et inexpliquée causalité, semblait dépeupler les boulangeries lédoniennes. La sournoise pression des livres contraignit le couple à migrer dans la ville natale du boulanger, qui s'enfarina le sourcil avec enthousiasme, tandis que sa femme, déracinée avant même les premières rafales de Mistral, y conçut rapidement une aversion du client, et donc aussi de ce qu'il venait chercher, à savoir le pain. C'était fâcheux. Son savoir-faire attira une nombreuse clientèle, le boulanger s'attira par conséquent les plus abruptes des versions dorsales de sa femme. Lors de la toute première fournée à Lons-le-Saunier, il avait façonné et cuit un cœur pour sa femme. N'ayant pas encore l'esprit branché sur courant alternatif mais sur la caisse enregistreuse,
Celle-ci avait compris le potentiel commercial de ce biscuit sablé, particulièrement à la Saint-Valentin. Le boulanger perpétua avec succès cette petite spécialité à Toulon. Le geste d'amour initial se révéla rentable dans la durée, mais sans doute ces biscuits rappelaient-ils trop l'once-le-saunier à la boulangère qui gardait la nostalgie de son Jura natal, car elle les plaquait si violemment sur le comptoir que le client repartait avec son cœur brisé. Merci. Alors juste après ce passage, donc il va passer de cette retraite passive à une autre phase par cette rencontre avec le manchot empereur empaillé. Et ensuite, on va voir qu'il va changer en profondeur, même si son image va être aussi exploitée, lui, il va quand même changer en profondeur. Mais son attitude physique, sa silhouette, tout ça, ses deux délitements de la tête vont rester inchangés. Comme si c'était son paysage intérieur qui passait d'une sorte de froid polaire à quelque chose de plus, un déglaçage ou plus de chaleur. Voilà, je voulais savoir comment aussi vous aviez conçu son physique, cette transformation et le personnage d'une manière générale. En fait, les choses se font au fil de l'écriture, ligne après ligne. Euh, En fait, j'écris mes livres sans jamais savoir où je vais du tout. Et vraiment ligne après ligne, donc les choses se dessinent petit à petit, et au fur et à mesure que j'écris, je vois ce que j'écris. Alors au bout d'un moment, il y a des choses qui se dessinent plus ou moins, mais pas vraiment en fait. Donc oui, je sais pas, il s'est fait lui-même quelque part. Voilà. Je peux pas le dire autrement. C'est des livres qui sont pas construits en avance, je sais pas où je vais, ce qui explique que ça peut partir dans tous les sens, qu'il y a des digressions aussi qui sont pas indispensables à la narration. Mais moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est aussi, c'est l'écriture pour l'écriture, et je cherche pas l'efficacité narrative à tout prix. Beaucoup de livres que j'aime, ils sont comme ça, ils partent un peu dans tous les sens. La narration une bonne narration est importante, mais pour moi c'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est la phrase, c'est l'écriture. Idéalement la créativité, voilà, c'est ce qui m'intéresse principalement. Voilà. Après il y a un personnage évidemment qui a ses caractéristiques. Et en fait c'est un livre, La Fonte des Glaces, c'est un livre plus sur la solitude que sur la fonte des glaces au sens strict du terme. Ça parle effectivement de la fonte des icebergs, mais c'est surtout la fonte des glaces intérieures du personnage principal, Louis, qui petit à petit, grâce à ce manchot empereur, retrouve un sens à sa vie. Il était plus ou moins dépressif, il vivait dans le passé, comme gelé dans le passé, et petit à petit, cette glace intérieure fond, et il retrouve un sens à sa vie. Et en ça, le fait qu'il s'éprenne de manchot empereur empaillé, ce qui peut sembler ridicule, c'est pas ridicule du tout parce que ça a des effets concrets. C'est que concrètement, ça va l'amener à sortir de Toulon, à rencontrer des gens et à se remettre en marche en fait. Ça lui réussira pas forcément, mais voilà, La Fonte des Glaces, c'est un livre essentiellement sur la solitude et sur la nécessité d'avoir un sens à sa vie, quel qu'il soit en fait. Dans ce sens-là, il a des points communs avec les héros de L'Air du Mouton et de La Salle, qui sont aussi des personnages. Voilà. Et donc, c'est des constantes, pour moi, c'est inquiétante parce que ça dit quelque chose de la personne qui écrit quand même. Et c'est des personnages qui ont une solitude fondamentale. Et le livre que j'ai commencé à écrire, alors là, c'est une solitude qui est encore plus radicale. C'est l'incarnation de la solitude. Donc, c'est une constante qui passe malgré moi dans mes personnages, en fait. Ouais. Vous parliez de l'écriture et de la manière dont ça se développe. Et alors, moi, depuis en particulier que j'ai lu ce texte-là, près au carré, j'avais l'impression et la sensation que le texte se développe comme une plante ou pour former un paysage. Je parle dans les romans, j'avais envie de parler de germination du texte. Voilà, je voulais savoir comment vous écriviez concrètement. Vous en avez parlé un petit peu déjà. Ben, concrètement, c'est ça. J'écris alors uniquement quand je suis pris par un sujet qui débute, comme je dis, à partir d'une première phrase qui me tombe dessus et qui cristallise quelque chose à moi, qui fait qu'il y a tout un sujet qui est là, sans doute, fait tout un texte, et que je découvre petit à petit.
Mais c'est vrai aussi pour la poésie, en fait. Donc la façon d'écrire, elle est assez simple. Ce qui veut dire aussi que je peux pas me contraindre à écrire, me donner une discipline en disant tous les jours je vais écrire 2 heures, 3 heures, 10 pages. J'ai jamais fait ça et ça marcherait pas. Soit j'écris en fait de la jubilation ou le plaisir, soit j'écris pas. Donc quand je suis pris par ça, j'y arrive. Et en dehors de ces périodes, j'essaye pas du tout d'écrire, je prends pas de notes, pas du tout. C'est ma façon de travailler en fait. Alors, vous avez parlé des digressions, pas Mm. forcément nécessaires à la narration, mais néanmoins jubilatoires. Donc, j'aurais bien voulu que on en entende une, qui est le passage sur les chiens. En fait, c'est quelque chose qui est sans doute pas tout à fait possible, mais si je pouvais écrire un roman sans personnage du tout, ça je le ferais, quoi. Mais bon, dès que c'est un roman, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un personnage ou un narrateur, à minima, quoi. C'est sans doute aussi pour ça que j'écris de la poésie, parce que là, on peut évacuer le personnage, c'est juste de l'écriture, quoi. Ouais. Le grenier banquise était un îlot perdu dans un océan d'aveuglement. Louis, un Robinson sans perroquet, quoique riche, un compagnon exotique. Il ne laisserait jamais pénétrer quiconque dans cette ambassade du froid, dont personne ne comprendrait que son aménagement et son occupation par l'intime ne sont rien de moins que l'aménagement d'une existence et l'occupation d'un cœur. Les plus compréhensifs des éventuels témoins parleraient d'originalité, les autres de dégénérescence cérébrale, mais pour tous il deviendrait le vieux au pingouin ou le fada du frigo. Louis a conscience d'être un élu. Il a été choisi entre tous. Il n'attire aucune fierté, mais n'a aucune illusion. Cette élection le condamne à la solitude. Comment pourrait-il en être autrement quand les hommes ignorent le manchot empereur, mais s'offrent en esclavage aux chiens, allant jusqu'à ramasser ses crottes et le coucher non seulement dans leur lit, mais aussi dans leur testament. Là aussi, les Inuits sauvent l'honneur de l'espèce humaine, car s'ils utilisent les chiens pour tirer leur traîneau, jamais ils ne s'acoquinent avec eux, ils ne les acceptent pas dans leurs igloos et se contentent de les nourrir en échange d'un travail, d'ailleurs effectué de mauvaise grâce. Loup dégénéré, le chien de traîneau souffle et grogne, répand la bave et la puanteur autour de lui. Incapable de collaborer avec ses pareils sans le fouet, ambitieux et agressif, il ne veut rien d'autre que dévorer gloutonnement de la viande encore gelée, se dépêchant d'engloutir sa part pour aller voler celle du voisin. Jaloux, il ambitionne de devenir chien de tête pour mettre son anus sous le museau de ses subordonnés d'attelage. L'invraisemblable diversité des races canines démontre un manque fondamental de tenue. Le chien a une fâcheuse tendance à ne pas rester en place, ne serait-ce que dans son propre corps, dont il change les plans à la légère, quitte à mal respirer du fait d'un museau écrasé en accordéon, ou à frôler l'arrêt cardiaque à chaque pas à cause d'un organisme adapté aux seules dimensions des trottoirs et des 2 pièces. Le chien n'est constant que dans sa capacité de nuisance. Dans toutes ses versions, il pisse et chie avec ardeur, n'ayant pour concurrent que le pigeon, et aboie sans retenue par quoi il surpasse ce dernier en nuisibilité. Il conjugue pollution sonore et pollution terrestre. Mouillé, il empeste. Sec, il pue. Jeune, il n'est pas joueur, mais énervé. Adulte, il joue avec les nerfs du voisinage. Il agresse les facteurs, mais ne remarque pas les cambrioleurs. Incapable d'évoluer, il déteste les chats, mais n'a jamais appris à grimper aux arbres. Un livre noir des canidés, un catalogue des troubles canins à l'ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la propreté publique comporterait d'innombrables tomes. Dans sa version sauvage, livré à lui-même, le chien tourne carrément dingo. Un chien sans puce reste un chien à naître. Le chien est le couteau suisse de la malfaisance. Le chien, il ne lui manque que la parole pour être encore pire. Alors il serait humain, à la façon d'un brisson. De plus, tout chien est possédé par la passion olfactive du cul de ses congénères. Le chien est troubadour par nature. Troubaïdour ou barde du trou, vieux breton attesté dès le XIIe siècle. Les chiots aux chiottes!
exemple de slogan qui devrait être scandé dans des manifestations de masse, devenir le mot d'ordre de printemps anti-canin, si l'humanité décidait enfin de mettre un terme à cette suggestion, amorcée dès l'âge de pierre. Mais le chien ne desserrera pas les immondes mâchoires qu'il a refermées sur les consciences. L'aveuglement et l'injustice humains sont sans limite. Des croquettes élaborées par des nutritionnistes pour le chien, la fonte des glaces pour le manchot empereur. Ceci dit, j'adore les chiens, hein, mais pas leurs aboiements. Ça, c'est vrai que ça me tape sur le système, comme à beaucoup de gens. Ouais. Voilà. Merci pour ces digressions, qui sont l'immense plaisir du lecteur. Donc on comprend bien que c'est pas du tout indispensable à la narration, mais on a compris aussi que c'est pas l'efficacité absolue de la narration qui m'intéresse le plus. Ouais. Bon, je suis désolée, je vais quand même continuer à poser une ou deux questions sur les personnages. Dans votre précédent roman, La Salle, donc celui-ci qui était paru en 2015 chez POL, le personnage principal, donc c'est un trader qui est assez ambigu, hyper performant dans son métier, mais par contre qui triche et qui engage des sommes absolument astronomiques dans une salle des marchés en contournant toutes les procédures de contrôle mises en place par la banque. Et pourtant, cet homme-là n'a pas d'objectif d'enrichissement personnel. Donc vous explorez dans ce roman les ressorts... pourquoi il fait ça en fait. Les ressorts, voilà, les motivations et les ressorts de ce trader. Alors dans La Fonte des Glaces, à un moment, Louis réussit à embarquer sur un chalutier chasseur d'iceberg. Et là, il y a un personnage qui a l'air un peu psychopathe et insomniaque, qui est lui aussi un ancien trader en violet, enfin en fleurs, en particulier en violette, et qui envisage de se reconvertir dans le marché aux icebergs. Donc voilà, je voulais vous demander qu'est-ce que représentait le trader, même si vous les explorez pas pour les mêmes raisons, mais que vous nous parliez un peu de cet attachement à ce personnage de trader et à quoi il vous sert ici. Mais deux choses. Le trader, en fait, j'avais écrit sur un trader pour une raison, je pense, c'est sûr, même sociologique au départ. C'est-à-dire, j'avais entendu à la radio que Jérôme Kerviel, le trader que vous avez entendu parler, avait fait ce qu'il avait fait, c'est-à-dire qu'il avait triché, absolument, pour des raisons sociologiques, parce qu'il était complexé, venant d'une famille modeste, ayant fait des études dans une université modeste et pas une grande école. Il était complexé par rapport aux autres traders et donc il avait voulu aller trop loin et se prouver à lui-même qu'il était meilleur que tout le monde. En réalité, ça c'était un des arguments de sa banque, de son employeur, et ses raisons réelles, qui n'étaient pas un enrichissement personnel, c'était pas ça du tout. En fait, il a fait ça parce qu'il était très bon, et quand on est bon dans un domaine, on a tendance à aller le plus loin possible, sauf que là, il y a des règles quand même, et lui, il a tout contourné, et donc ce qui l'a conduit à sa perte, quoi. Et alors le personnage du trader, moi ça m'avait intéressé pour des raisons plus personnelles, c'est que le trader, il fait partie il est diabolisé en fait. Quand il y a de la littérature ou des films sur les traders, c'est ou des psychopathes ou alors des gens, c'est le bras armé du capitalisme financier, ils sont tous des monstres, quoi. Et moi, je trouve que j'étais officier de police et j'ai sans doute fait inconsciemment un parallèle avec les traders, parce que la police en France est détestée, les gens sont anti-flics, surtout au milieu de la culture. Et je pense que du coup, moi, j'ai voulu traiter le trader de façon équitable, en faisant voir, alors en l'occurrence, je ne l'excuse pas, il a triché dans le livre, et simplement, c'est aussi un être humain qui sent, qui aime à côté, voilà. Et donc, je pense que c'est tout ça qui m'a fait écrire sur le trader. Voilà. Après, le point de départ du livre, c'était quand même une phrase textuelle. Hein. C'était pas cette émission radio. Ça, c'est venu après. C'est ce qui a fabriqué le livre. Et comment le trader s'est retrouvé après dans la fonte des glaces. À un moment donné, j'ai introduit un personnage et j'ai écrit, je sais pas pourquoi, hein, qu'il avait les yeux rouges. Alors bon, les yeux rouges. Après, j'ai tiré le fil, c'est-à-dire j'ai fait supposer à Louis il avait les yeux rouges parce qu'il était insomniaque, pardon. Alors comme il était à la barre du navire, Louis s'inquiétait parce que l'idée d'être piloté au milieu des icebergs par un insomniaque, ça l'a pas trop rassuré. Et de fil en aiguille, ce personnage, en fait, a inflé, et à un moment donné, je me suis aperçu qu'il prenait toute la place dans le roman. Et parce qu'il m'a inspiré, en fait.
Et à partir de ce moment-là, quand même, je l'ai un peu dégonflé parce que sinon, j'étais parti pour écrire presque un autre livre à l'intérieur du livre. Et là, c'était plus qu'une digression, ça partait un peu en sucette, quoi. Et donc, je pense que parce que j'ai écrit sur les traders, j'ai eu l'idée, et puis parce que ça se prêtait bien au contexte narratif, en l'occurrence. Hein. Puisqu'effectivement, on peut imaginer qu'il y ait une bourse aux icebergs, ou aux produits préhistoriques, puisque c'est une industrie qui marche de plus en plus, qui commence à arriver en France. Hein. Tu as des eaux issues de la fonte d'iceberg, on commence à trouver ça dans les chaînes de casinos, par exemple. Coupé avec de l'eau de source pour qu'elle soit moins chère, sinon c'est dans les 15 dollars au Canada la bouteille, c'est un peu cher. Donc c'est un marché à part entière, voilà. Et qui dit marché à l'échelle planétaire, il y aura des spéculations dessus, donc ça peut être intéresser les marchés, les traders. Dans l'avenir, c'est pas impossible. Donc c'est assez cohérent quand même, hein, voilà. Alors dans la salle, le personnage, il était désigné, enfin, on le voyait de l'extérieur comme s'il y avait une forme de dédoublement, enfin, on le voyait de manière extérieure. Dans La Fonte des Glaces, l'histoire de Louis, elle est racontée par des biographes. Il y a des commentaires en tout cas qui qui donnent l'impression que ce sont des exégètes de sa biographie et du mythe écologique qu'il est devenu, qui parlent de lui. Vous pouvez nous parler de ça et pourquoi Bah, en fait, ça, je l'ai rajouté une fois le livre fini, parce que sinon ça aurait voulu dire que je savais où j'allais, qu'il allait devenir une icône. Comme je savais pas du tout que c'était le cas, je pouvais pas le prévoir. Du coup, je l'ai rajouté après, un peu euh, un peu par humour en fait, pour jouer avec le genre justement un biographe qui raconte un personnage, puis dire oui, il va devenir une superstar alors qu'il n'y a pas du tout le profil. Donc il y a pas d'autre raison en fait. C'est histoire d'enrichir un peu le texte et parce que ça m'amusait de le faire, voilà. Et puis je pensais que pour un éventuel lecteur, c'était bien aussi de lui mettre une petite carotte en plus. C'est un peu tout ça en fait, voilà. Et c'était pas d'ailleurs. En même temps, ça m'a permis d'écrire des passages, des formes de digression, notamment la scène de l'aéroport, euh, où les biographes présumés devenaient participer directement à la narration, à l'histoire. Donc ça enrichit quand même le texte. Voilà. Et la prolepse inaugurale là, que tu fais tout à fait au début, qui annonce enfin, avec cette scène qui est assez saisissante et dont on a l'explication en fait au milieu du roman à peu près en fait ensuite je sais pas c'est à peu près je pense que c'est à peu près au milieu, donc tu l'as mis en premier pour quelle raison en fait? Ouais, je vois plus trop en fait. Mais si tu sais dans le roman que tu as écrit là, La Ouais. Fonte des Glaces, Ça, je m'en rappelle. voilà. Au début du roman, Ouais. hein, donc il y a une scène, bon, je l'ai lu il y a un certain Oui, temps part déjà, en mais il me semble bien m'en motoneige et souvenir oui, quand même. oui, Si tu veux, il y a une scène inaugurale que je ne vais pas raconter parce qu'il y a des gens qui l'ont peut-être pas encore lu, tu sais. Donc ça se passe, enfin on est sur la banquise au pôle sud là au début, Oui, oui. et dont on va avoir l'explication, on va revenir plus tard, c'est une prolepse en fait, on va voir plus tard, on va avoir plus loin, on va savoir comment il est arrivé là et l'explication de cette scène nettement plus tard dans le roman, tu te souviens? Oui, oui, mais en fait, tout ça, après, j'ai retravaillé la construction. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'une fois le roman écrit, après, j'ai énormément travaillé la construction, parce que sinon, ça aurait eu aucun sens, ça aurait été pas comme ça. Et donc, pourquoi tu l'as mis en premier, justement? Voilà, c'était ça l'idée de la question. Je suis un peu embêté parce que je sais pas. Il y a dû y avoir une raison, mais je sais pas. Mais vraiment, hein. Non, parce que c'est assez frappant, si tu veux, cette scène où on se demande, parce que là, on est justement dans un truc où on se demande véritablement ce qui se passe, pourquoi, etc. et tout. Bon, c'est une espèce un moment assez halluciné. Et puis, effectivement, plus tard, on a... Ouais, mais en fait, comme j'écris vraiment sans savoir, je me répète, mais comme j'écris vraiment sans savoir où je vais, je me retrouve à la fin avec des problèmes de construction, des problèmes chronologiques notamment. Et du coup, en gros, je l'écris en une année, ce livre. Alors, pas 10 heures par jour, loin de là, hein, parce que je travaille à plein temps. Mais après, j'ai gardé une année pour le laisser reposer et réfléchir à la structure. Et il y avait plein d'incohérences chronologiques. Et après, j'ai fait un peu déplacer des copier-coller de gros paragraphes, dont j'ai réécrit un peu.
et j'ai retravaillé beaucoup la construction qui était incohérente une fois écrit le premier jet. Donc j'ai fait des choix à ce moment-là, dont j'ai pu vraiment souvenir, mais ça s'est fait à ce moment-là, ce choix. Ouais. Et alors moi j'avais une question parce que la Fonte des Glaces, ça diffuse quand même un message assez subversif sur l'exploitation de l'écologie et des ressources de la banquise à des fins commerciales. Ça m'a fait penser, alors dans un style mais totalement différent, au Journal intime d'une prédatrice de Philippe Basset, qui lui est un livre extrêmement cynique qui parle de ça. Donc on sent bien la jubilation, mais est-ce qu'il y a aussi une volonté ou une dimension politique de transmettre un message avec non, pas du tout, pas du tout. Par ailleurs, l'eau et puis qui rentre dans les icebergs sont. Alors, les chasseurs d'icebergs sont des bateaux qui prélèvent des morceaux d'iceberg et qui ensuite sont fondus et embouteillés. Et c'est vendu comme de l'eau ultra pure puisque c'est de l'eau issue de milliers d'années. Et ça dans la composition de bières, de spiritueux divers, de vodka aussi. Mais en fait, ce qui est prélevé, alors ces chasseurs d'iceberg existent, mais quand j'avais écrit le livre, je les avais inventés. J'avais imaginé des chalutiers réaménagés, et j'avais été surpris de voir que ça existait réellement. Ça, c'est une anecdote. Mais donc je ne me suis pas vraiment renseigné, mais en fait, il se trouve que ce sont des icebergs qui vont à la dérive et qui de toute manière vont fondre, voire qui constituent des dangers pour la navigation. Plus vraiment parce qu'il y a quand même des systèmes de radar assez sophistiqués aujourd'hui sur tous les bateaux, mais c'est de l'eau qui de toute façon va fondre, c'est pas la banquise qui est rabotée pour donc c'est moralement il me semble que c'est assez acceptable. Bon, évidemment il y a l'empreinte carbone des bateaux qui vont les chercher, tout ça, mais c'est surtout que ce qui me semble évident, c'est que partout où il y a des sources de profit possibles, l'homme les exploitera s'il le peut. Si on pouvait exploiter l'air, d'ailleurs ça existe, mais d'une façon anecdotique. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, je ne sais plus quel pays fait ça, mais le Canada. Le Canada vend de l'air du Canada aux Chinois. On ne sait pas ce qu'il faut avec ça, ils doivent l'ouvrir pour le respirer vite fait. Ça restera anecdotique, c'est pas comme de l'eau qui peut vraiment être bu et industrialisée. Mais toute source de profit possible, imaginable, sera exploitée si elle peut l'être techniquement, juridiquement, ça fait aucun doute. Voilà. Et vous êtes documenté comment sur les marchands empereurs? À minima sur Wikipédia, voilà. Voilà. Et les chasseurs d'icebergs, j'avais découvert ça en me documentant sur les icebergs, pour voir s'il existait plusieurs catégories d'icebergs. Il y a les icebergs tabulaires qui sont peu carrés, il y a 3-4 formes. Et donc, en tapant dans le moteur de recherche iceberg, ce qui est apparu, entre autres, c'est chasseurs d'iceberg. Du coup, j'étais allé voir ce que c'était, puis j'ai vu des photos de bateaux qui prenaient des morceaux de bloc. Je me suis dit, merde, ça existe vraiment, en fait. Voilà. Et alors, la documentation, moi, j'ai un problème avec ça. Je déteste me documenter, et je me documente vraiment quand je suis obligé et à minima. Pour le trader, j'ai dû me documenter, mais vraiment à minima, de façon à ce que ça soit cohérent et que ça soit factuellement juste. Mais j'évite de me documenter en général. D'abord parce que j'aime pas ça, et puis j'ai peur que ça me pollue en fait, que ça m'oriente dans une voie, et donc j'évite. Du coup, je fais par bout. Par petits bouts, quand je suis vraiment obligé, dès que j'ai ce qu'il me faut, je veux plus savoir en fait. Pourtant, ça me donne l'impression, enfin moi, la salle, j'avais l'impression que tu t'étais bien documenté en fait, quand je l'ai lu. Oui, mais alors, si tu regardes les choses techniques, en fait, il y a pas grand chose. En même temps, j'y connais rien. Donc... Voilà, c'est un peu... Alors, j'avais lu quand même le livre qu'avait écrit Jérôme Kerviel. Ah oui. Donc, pour un effet de crédibilité, dont j'avais prélevé quelque chose qui m'avait semblé très intéressant, là, c'est... les traders sont évalués par leur supérieur hiérarchique, et alors ça faisait partie de la défense des avocats de Kerviel, que j'ai pas du tout suivi par ailleurs, qui avait produit un extrait d'une notation d'une collègue à Kerviel, où on disait que c'était avec des termes du management actuel, une trader junior à encourager, efficace, mais qui avait tendance à trop rester dans les clous, et qui devait faire preuve d'un peu plus d'initiative. Donc on dit, alors les traders, ils n'ont pas le droit d'engager plus de, par exemple, 5 millions d'euros sur les marchés, pas plus.
Et donc, on reprochait à cette trader, femme, de pas prendre assez d'initiatives et de trop rester dans les clous. Donc, Mais en fait, c'était 7 écrit, ça. millions c'est qu'il faut, en fait. C'est limité à 5, ça veut dire que c'est 7. Mais par contre, 10, c'est trop. Et donc, ça veut dire que c'est 5, oui, mais en fait, s'il y a un bon coup à faire qui a 20 et qu'elle ramène 50 à la banque, on va pas y taper dessus. Mm. Et dans la réalité, c'est quand même comme ça que ça se passe. Alors, il y a des systèmes d'alerte, tout ça, qu'on peut contourner, car Ariel l'avait fait. Mais donc tout ça est quand même très ambigu, très. Donc ça, j'avais repris presque intégralement cette notation réelle, en changeant juste un mot ou deux. Et voilà, ça fait partie des effets de réel que je préfère avoir plutôt que tout inventer, même si c'est vrai dans l'esprit. Voilà, c'est vraiment. Mais je ne suis pas plus documenté que ça quand même. Mais un peu quand même, bien sûr. Bien sûr. Alors, je voulais dire quelques mots du livre qui est sorti en 2016, La mer, c'est rien du tout, qui est un petit livre magnifique. Alors, au dos, on peut lire « Vivre une enfance languedocienne, devenir le plus jeune gendarme de France, puis maître nageur sauveteur des CRS, découvrir la littérature et le plaisir d'écrire ». Alors dans ce livre, il est question d'une maison en Queyron dans les environs de Béziers. Je ne sais pas ce que c'était les Queyron, je ne savais pas. Ce sont des moellos en fait. D'un père employé dans un domaine viticole qui est surtout remarquable par ses vues bornées qui découragent toute curiosité et toute joie de vivre. D'une mère dépressive plutôt mutique, d'un petit frère Paul qui bégaye et puis d'une grande sœur Valérie qui est miraculeusement belle. Voilà, c'est un livre entre rire et tristesse, légèreté et désespoir. Qui retrace donc d'abord la trajectoire d'un adolescent et puis ensuite un parcours vers l'écriture. C'est un livre en fragments qui est drôle, qui est triste, qui est touchant, qui est avec certains fragments qui sont comme des maximes. Voilà, j'avais envie d'en parler un peu parce que moi j'ai vraiment énormément aimé ce livre. Puis je voulais savoir aussi qu'est-ce qui vous avait poussé vers cette écriture-là sous forme de fragments avec ce livre. Alors, il y a quelques années, le R du Mouton, qui était mon premier roman, avait été sélectionné dans un prix qui s'appelle le prix des littéraires et apprentis, en l'occurrence de la région Île-de-France. C'est des adultes, des critiques, des enseignants qui sélectionnent des livres. Ensuite, ils les font lire par les lycéens et les collèges de la région, qui élisent un livre. Voilà. C'est pas les lycéens qui choisissent, c'est des livres qu'on leur propose. Donc chaque région fait ça, hein, encore aujourd'hui, là, la Fonte des Glaces dans les Pays de Loire, donc c'est quelque chose qui est pérenne. Bref, ce livre avait été sélectionné pour ce prix, et donc dans le cadre de ce prix, j'avais rencontré des classes, et j'avais donné des ateliers d'écriture. Surtout que quand on me demande de le faire, je le fais, voilà. Et j'avais donné un atelier d'écriture dans une classe dite difficile, à Garges-les-Gonesse. Pour ceux qui connaissent, c'est les SECPA, donc c'est des jeunes qui sont en grande difficulté. Et pour arriver à les faire écrire malgré tout, alors j'ai mes petites techniques, tout ça, j'utilise des textes très très simples. J'ai un choix de textes que je prends à 2 ouvrages, un livre qui s'appelle I Remember de Joe Brenard, et puis sa copie française, Je me souviens de Pérec. Donc j'ai un choix de texte comme ça, et l'avantage c'est qu'on peut faire écrire on peut monter en puissance selon le niveau des jeunes, donc on peut partir de propositions extrêmement basiques. Par exemple, Lénard disait, tout commence par je me souviens. Je me souviens de Marilyn Monroe, donc on demande aux jeunes, souvenez-vous d'un politique, un chanteur, un sportif, et après on monte en puissance, ça peut être très sophistiqué. Donc j'avais fait mon atelier, j'étais rentré chez moi, et le soir, boum, les yeux qui tournent, hein, comme un dessin animé, et je commence à écrire. Alors Bonnard disait que quand il avait écrit I Remember, c'était comme une clé à ouvrir la mémoire, vous savez, les clés pour ouvrir les boîtes de sardines, là. Ça avait eu cet effet sur lui, et ça a eu cet effet sur moi, mais tout à fait qui m'est tombé dessus, quoi. Et donc j'ai commencé à écrire, dès je me souviens, alors là, quand j'écris pas un peu, j'en ai fait des milliers, quoi. Semaine après semaine, j'arrêtais pas, quoi. Donc à la fin, je me suis retrouvé avec des milliers de phrases ou de micro-textes. Alors, première chose que j'ai fait, j'ai enlevé les je me souviens, j'allais pas refaire du Brunart ou du Pérec. Et après, j'en ai réécrit d'autres, j'en ai enlevé beaucoup, je les ai organisés par thème. Après, puis j'écrivais d'autres choses en même temps, je travaillais, du coup ça traînait 3-4 ans, j'y revenais de temps en temps, je picorais. Et puis j'avais proposé ça à Paul Oczakowski-Laurent, qui avait aimé la matière, mais qui quelque chose le gênait dans l'organisation qui était trop thématique.
qui était pas chronologique, qui était un peu comme ça, avec des critères, qui était cohérente, mais il était à moitié. Donc il m'a dit que lui, il aurait vu quelque chose de différent, mais il savait pas quoi. Ça, c'est le problème de l'écrivain. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui n'intervient pas, il dit il aime ou il aime pas, quand il aime pas, il dit à peu près, mais c'est pas toujours très clair, enfin, je sais pas pour toi. Mais... Et bref, j'avais compris qu'il publierait pas en l'état, mais que néanmoins, il aimait la matière. Alors j'ai dit, ben, je verrai ce que je peux faire, quoi. Du coup, j'avais laissé tomber, j'avais écrit un autre roman. Et puis l'esprit continuait à travailler, sans doute, je m'étais dit, c'est vrai qu'il y a des personnages, mais les personnages, ils sont noyés au milieu de, de, de propositions, de choses hétéroclites. Et du coup, j'avais commencé le texte par les personnages. Ce n'était pas le cas dans la première mouture. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en employant le jeu, donc le jeu dans le livre, c'est quand même très très moi, c'est très autofictionnel. Le personnage secondaire, c'est le mélange de 2-3 personnes en fait que j'ai fusionné à une seule. Ce qui veut dire que pour moi, personnellement, donc c'est un livre qui émotionnellement qui m'a beaucoup touché émotionnellement parce que ça beaucoup de choses sont remontées, des gens qui sont morts que j'ai aimés, donc émotionnellement c'est un livre très très chargé pour moi. Et donc j'ai réécrit ce livre en partant à partir de personnages. Et comme le jeu c'est quand même moi et les personnages secondaires des gens que j'ai réellement connus, il y a une charge émotionnelle qui a fait que c'est devenu un récit de personnages qu'on suit du début à la fin. Et donc c'est devenu un récit. Pas seulement, mais notamment ce qui n'était pas au début. Donc le livre s'est fait comme ça en fait. Voilà. Vous voulez bien relire un peu? Oui, peut-être oui, le mien, parce qu'il est déjà bien abîmé. Ouais. Et du coup, c'est un livre moi que j'appelle transgenre, parce qu'il y a le genre fragmentaire, le genre perfectionnel, c'est un récit aussi. Il y a des choses qui sont... Et ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est le plaisir de l'écriture, et donc ce genre de forme est très libre, puisque en fait, il faut juste lui trouver une cohérence, mais on peut écrire sans aucune contrainte, en fait. Il n'y a pas de contrainte de rien, quoi. Voilà, donc j'aime assez. Les repas de fête se reconnaissaient aux œufs mimosa à l'entrée et aux portes claquées à la fin. Dans le plat en inox contenant les œufs à mimosa sévissait aussi la macédoine, en boîte, additionnée de mayonnaise, en tube, pour garnir le jambon, glacé, roulé en cylindre. Des anchois disposés en croix bordaient le plat en inox, 3000 points cop. Le café arrivait tiède dans les tasses en pyrex, accumulé grâce aux points cop, 200 points la tasse. J'aimais les petits beurres trempés dans le Nesquik, mais pas cette pâte spongieuse dans la cuillère en fin de bol. Les mouches enjambaient les crevasses du plafond en s'aidant de leurs ailes. Ventrant l'air sous le plafond à l'aplomb de nos têtes, la mouche domestiquée n'est pas domestiquée, mais familière au sens où elle est partout chez elle, comme la mort. À Noël, un petit pain remplaçait le sapin, ça marchait quand même. Chaque Noël ramenait les œufs à mimosa, le chemin de croix des anchois et les portes claquées. Le pompon restait plus longtemps devant les enfants un peu lents, parce qu'on n'était pas encore dans la vraie vie, mais sur un manège. Bon, je lis pas dans la continuité, je saute. Voilà. La ligne bleue des Cévennes constituait un horizon proche et sans complications. La vigne était partout autour de nous. L'hiver, des sangliers passaient pas très loin du jardin. L'été, les canadaires passaient pas très loin du toit. Les feux de feuilles de platane avaient une odeur délicieusement âcre. Comment savoir si on aime ou pas ce genre d'odeur au moment où on la sent? Ce n'est que bien plus tard qu'on peut l'aimer, mais alors ce n'est plus une odeur. Donc là, c'est une partie sur les vendanges. Je travaillais avec des cols majoritairement composés d'Espagnols venus faire le raisin en France. L'un des hommes faisait parfois jaillir à l'improviste un canté rondo qui pour quelques minutes redressait nos dos avant qu'on ne reprenne le travail avec un surcroît d'humanité, même si on ne le savait pas. Donc Valérie, c'est le personnage de la sœur.
Après son bac, Valérie s'est engagée dans l'armée de terre. Quand elle est partie, l'odeur du vernis et le bruit du sèche-cheveux m'ont manqué. On ne me soudoyait plus, on ne me faisait plus dire le tétanos. À Paris, Valérie est devenue encore plus belle et pour beaucoup plus de regards, mais a perdu son accent en quelques mois. Elle parlait pointu, mais certaines voyelles faisaient de la résistance. Elle a été filée par les services du contre-espionnage militaire. Comment marcher au pas dans une caserne le jour et sur un podium en soirée? Comment être mannequin et militaire de carrière? Comment conjuguer défilé militaire et défilé de mode? Elle a été de moins en moins jeune, mais de plus en plus gradée dans l'armée. On l'a mise aux relations publiques et sur les affiches de recrutement. Elle s'est mariée avec un restaurateur parisien qui ressemblait à Ringo, le mari de Sheila. Il aurait pu être laid, ma sœur était assez belle pour deux. Il l'a quittée quand elle est devenue, pas moins belle mais moins jeune, pour une femme moins belle mais plus jeune. Il avait dû s'habituer à sa beauté. Est-ce qu'avoir du talent, c'est créer de l'évidence? Si oui, alors Valérie avait du talent pour la beauté. Chaque matin, je suis devant l'écriture. Elle devant moi, ça dépend. Dans les bons moments, nous deux, c'est comme faire ensemble du bobsleigh. Les choses circulent dans mon dos et parfois se rencontrent autour d'un mot. J'ai toujours aimé le peuple grêle des livres. À 6 ans, j'ai provisoirement perdu confiance en la chose imprimée quand j'ai lu Martien avec un S au lieu de Martien avec un T dans Pif Gadget. En plus, le désintégrateur en kit ne fonctionnait pas. Je pense à cette phrase de Don DeLillo, un appartement facile à vivre avec des bananes qui mûrissent sur l'appui de la fenêtre. Je n'oublie pas qui oublie de me rendre les livres prêtés. J'ai une mémoire livresque. J'écris à la verticale comme sur un monument aux morts. J'aime le mot cadastre malgré ses défauts. Je reste rétif à la masculinité de termite. Ce geste pour marquer les guillemets quand on parle, c'est comme enlever sa culotte en s'excusant d'être nu dessous. La mortadelle ne saurait être mieux nommée. J'ai appris à écrire avec des plumes sergent-major et je rédige ces lignes sur un ordinateur. C'est être passé à moins d'une génération de l'âge de plume à l'âge de silicium. Main à l'azerty vaut bien main au stylo. J'ai envié cet homme à qui sa fillette minuscule demanda, au sortir de la boulangerie, si elle pouvait avoir le chignon. C'est elle qui portait la baguette. J'aurais aimé qu'une fillette minuscule me réclame le chignon. Après, je lui aurais souvent fait dire le chignon. J'y pense aujourd'hui encore quand je mords dans un quignon. Avoir l'exclusivité des deux quignons n'est pas un avantage, mais une solitude. J'ai obtenu une mutation à la CRS numéro 53 de Marseille. On ne jouait pas au tarot, mais au poker. Quand les nouveaux étaient adoptés, on ne leur serrait plus la main, on leur faisait la bise. Marseille persévère dans la crasse et la lumière. J'aimais ce bleu immense où le passé scintille dans le présent. Les pointus du vieux port ont des couleurs assorties au peuple des enfants. L'océan n'est pas arrivé jusqu'à Marseille. Il y avait des cargos aux coques rouillées avec des caractères en cyrillique, la faucille et le marteau. Je contemplais les chaînes d'amarrage aux anneaux énormes forgés, la bâche et les rouges. Les équipages avaient les yeux clairs et méfiants. Leurs cigarettes sentaient autrement que les nôtres. Le 1er mai, dans la maison en Queyron, nous regardions les défilés en noir et blanc de l'armée rouge, avec Brejnev en bonnet de fourrure sur un balcon du Kremlin. Mon père disait « L'armée rouge, ça oui c'est quelque chose ». Bernard estimait qu'un ours ayant bouffé Brejnev chierait des médailles 3 jours durant. Un 31 août, j'ai baissé le drapeau d'un poste de secours pour la dernière fois.
J'ai restitué mon casque et mon gilet par recours. J'avais réussi le concours d'officier de police et quitté Marseille et les CRS. Je suis revenu en région parisienne où les bises entre collègues étaient hétéros. Nous ouvrions parfois les portes aux béliers. La tension nouait une étrange solidarité entre eux, fichés au grand banditisme, et nous, fichés à la police judiciaire. Lors des perquisitions, nous trouvions parfois des filles en cours d'attendrissage. L'attendrissage est terminé quand l'âme a quitté le corps. Interrogés par les collègues femmes, les proxénètes transpiraient de haine impuissante. J'observais cet homme inculpé pour proxénétisme, séquestration et actes de barbarie, attentif à ne pas trop sucrer son café. Beaucoup d'héroïnomanes pesaient moins lourd que leurs cuillères et leurs seringues réunies. Seuls les camés n'ont réellement qu'un seul et unique but dans ce qui leur sert de vie. Je revois la barbe renaissante d'un travesti arrêté pour homicide le matin dans sa cellule de garde à vue, mais j'ai oublié le haïku qui m'était alors venu à l'esprit. J'ai croisé beaucoup de vies pareilles à une phrase restée à l'infinitif, beaucoup d'enfants au visage grinçant, beaucoup de corps percés comme des poupées vaudou. Je croyais être incapable d'aimer parce que je n'avais personne à aimer. L'être aimé crée la fonction. Est-il possible d'aimer quelqu'un au ralenti? La mémoire comme une chatière par où vont et viennent les vivants et les morts. Qui donc accepterait de moins se souvenir pour moins souffrir? C'est affreux comme les morts sont plus ou moins morts selon les jours. C'est affreux comme du jour au lendemain, la nuit parfois oublie de s'en aller. C'est affreux comme l'amour sait assouplir l'échine avant de la briser. Je pense un peu à mon éditeur, là j'avoue que je suis un peu troublé. Merci beaucoup. Merci, je vous encourage à poursuivre la discussion autour d'un verre. Ne pas hésiter à faire signer, à offrir, à acheter pour vous, et si vous les avez déjà, à offrir autour de vous tous ces livres merveilleux de Joël Baquet. Merci beaucoup. Merci à vous, puis merci à vous d'être là. Merci.